I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Tu vois, l'équipe de France, et surtout depuis qu'il y a Didier Deschamps, j'ai l'impression que l'équipe de France, c'est comme un mec qui fait rien, mais que tout lui réussit. C'est-à-dire que le mec bouffe comme un porc, mais il est musclé comme jamais. Il travaille pas, mais il y a l'argent qui lui tombe du ciel. Tout ce qu'il fait, il a de la chance. Voilà. Ça me fait penser à ça, l'équipe de France, sous l'ère Didier Deschamps. Donc on se fait chier, on s'ennuie, mais ça gagne. Bon après, c'est vrai que c'est ça qu'on demande à une équipe. Mais bon, avec les joueurs qu'il y a en équipe de France, même si ce soir il y avait beaucoup d'absents, sur le papier ce soir, t'as une équipe quand même qui peut jouer au football. Alors certes, ce soir, elle gagne le match, mais t'es obligé de dire chanceuse, chatte à Deschamps, plus que jamais encore une fois. Voilà, mais ça gagne. Mais dans tous les domaines, dans tous les compartiments, cette équipe a de la chatte. En première mi-temps, un tir cadré, 2 buts. Même si Griezmann avait cadré un tir, mais bon, voilà, 2 tirs cadrés, 2 buts. Tu vois, la main en première mi-temps qui doit être sifflée, il doit y avoir un penalty pour la Croatie, il n'est pas sifflé, où est la VAR? Et en deuxième mi-temps, Brozovic fait la même chose, et il y a penalty pour l'équipe de France, et Giroud le transforme. Il n'y a pas de poids de mesure. La France a une chance pas possible, c'est incroyable. En première mi-temps, la France s'est fait bouffer, s'est fait fracasser pendant 43 minutes de jeu. La Croatie menée au score logiquement par Dejan Lovren, qui a fait une première mi-temps exceptionnelle, que ce soit offensivement, défensivement, un rock défensif. Il arrivait à tout faire en première mi-temps. Tu avais l'impression que le gars était défenseur, milieu, attaquant. Lovren, ancien Lyonnais, vraiment très bon défenseur, les postos, avec une équipe de Croatie. Donc faut rappeler, c'est le dernier remake de la finale de la Coupe du Monde en 2018. Donc ce qui est incroyable, c'est que cette équipe de France-là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver, même si elle est bousculée, même si elle se fait dominer, et même si elle est menée au score. Elle arrive toujours à s'en sortir, que ce soit dans la réussite, dans l'efficacité, dans les décisions arbitrales, mais c'est quand même assez incroyable. Donc on s'ennuie, mais à l'arrivée, Dédé la chatte, Dédé la gagne. Donc à l'arrivée, on peut dire, ouais, ça joue très mal, pour l'Euro, ça risque d'être compliqué. On dit ça à chaque fois. 2016, finale de l'Euro, 2018, vainqueur de la Coupe du Monde, et là peut-être 2021, encore vainqueur de l'Euro. Donc voilà. Giroud qui a quand même marqué, même si c'est sur penalty, son 40e but en 98 sélections avec l'équipe de France. Mais voilà, je vais parler quand même de cette équipe. Donc franchement, pour moi, ça a été vraiment une belle équipe de Croatie, malgré cette défaite où il y a vraiment de très bons joueurs, comme Dejan Lovren en défense centrale, Kovacic, Brozovic qui a été exclu, Vlasic, Rebic, Perisic, Kramaric, je n'arrive jamais à dire son nom. Voilà, c'est une équipe très bonne. Je trouve qu'elle a progressé depuis leur défaite face à la France en Coupe du Monde. Mais voilà, l'efficacité et la chatte à Deschamps ont payé. Moi, je parlais un petit peu encore de ce 3-5-2 que je ne trouve pas du tout adapté. Mais bon, à l'arrivée, ça gagne quand même. J'ai trouvé un Upamecano, même s'il a marqué, qui a vraiment été mis en difficulté. J'ai été séduit par l'entrée de Camavinga qui a donné vraiment beaucoup sur l'apport offensif de l'équipe de France. On sait c'est une équipe de contre, l'équipe de France, on le sait très bien. Voilà, on sait que Didier Deschamps c'est un pragmatique. Mais quand même, ça fait chier de voir une équipe aussi mal jouer et gagner. Bon, tant mieux, c'est la France, c'est notre équipe, c'est notre pays, mais voilà, vraiment la chatte à Dédé. Surtout en première mi-temps, ils se sont fait bouffer, ils n'ont pas touché le ballon. Même en deuxième mi-temps, avant ce carton rouge, ils se sont vraiment fait bouger par cette équipe croate. Donc voilà, Clément Lenglet, qu'on me dit, il est 10 fois meilleur que Raphaël Varane, parce que Raphaël Varane a fait 2 grosses fautes contre Manchester City. C'est bizarre, Raphaël Varane, quand il est titulaire, l'équipe de France prend très peu de buts. Clément Lenglet, au bout de 10 minutes, il prend un but, c'est quand même bizarre. Donc voilà, défense à 3, Upamecano, Clément Lenglet et Hernandez qui faisait son retour. Sissoko et Mendy très haut sur les côtés avec N'Golo Kanté et Steven Zonzi qui pour moi était catastrophique lors de ce match, même s'il a fait des bonnes récupérations mais il a fini par sortir.
Griezmann, bah voilà, il marque son but. Il a quand même beaucoup loupé, hein, 2 face à face. Il n'a pas tiré le penalty de Giroud parce qu'il l'aurait encore raté, hein, et ça aurait fait le quatrième, mais voilà. Martial, qui a mis un but très chanceux, le deuxième, d'ailleurs, c'est pas lui qui l'a été accordé, hein, c'est au gardien de la Croatie qui Livakovic. Voilà, mais il n'y a rien. Même au niveau physique, je les ai trouvés en dessous de tout, l'équipe de France. Je les ai trouvés en dessous de tout. Il n'y a pas de fraîcheur. Pourtant, les deux équipes, hein, sont au même quota de match. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, Ben Yedder sur le côté, certes, a fait de bonnes choses en première mi-temps, hein, notamment passeur décisif sur le deuxième but, mais c'est encore très léger selon moi. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absence, c'était une équipe B voire C, il n'y a pas trop d'automatisme, c'est le début de saison, mais voilà. Pour la Croatie aussi, c'est le début de saison, et eux sont très bien en accord et en cohérence avec leur jeu. Depuis maintenant plus de 2 ans, il y a une construction, mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont champions du monde, ils gagnent leur match, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est vrai qu'on rêve de voir du plus beau jeu. Alors, ça revient toujours au même débat, les postos. Est-ce qu'il faut mieux jouer très 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 bien, avoir du plaisir et ne pas gagner, plutôt que de très mal jouer et de gagner? Bah moi j'ai toujours dit qu'il faut très très bien jouer et gagner, mais est-ce vraiment possible dans ce football moderne? J'en doute, vraiment j'en doute très clairement, hein, depuis le Barça de Guardiola et encore, hein, Liverpool a pu le faire en 2019 et en 2018, mais voilà, c'est très compliqué. Moi j'ai trouvé une équipe de France quand même assez faible, il faut le dire. Il faut le dire, un Upamecano très très faible, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon bah Fekir est rentré à 10 minutes de la fin, il n'a pas apporté grand chose. Après la Croatie a un petit peu été nerveuse, hein, notamment grâce à ce penalty, mais voilà. Euh, c'est sûr que les 25 dernières minutes, la France a été mieux. Voilà, il y a eu des frappes aussi bonnes d'Eduardo Camavinga qui a vraiment un potentiel énorme, hein, et je pense que sur ce mercato, le Paris Saint-Germain va vraiment devoir se concentrer sur ce joueur. Mais donc voilà, j'ai trouvé une équipe de France assez faible, fantomas en première mi-temps, mais qui quand même s'en sort avec une victoire. Donc Dédé la chatte, hein. Je suis quand même curieux de voir le prochain match face au Portugal, hein, Cristiano Ronaldo qui a marqué encore un but somptueux sur coup franc, donc qui marque son centième but en équipe du Portugal. Donc Ronaldo encore un peu plus dans la légende ce soir, hein, mais il est vraiment exceptionnel ce joueur, et que ce soit en sélection, le mec te mettre un doublé encore ce soir, ce mec-là n'arrête jamais. Et le mec, plus il prend de l'âge, plus on dit il est mort, plus le mec te claque des doublés, que ce soit avec la Juve ou avec le Portugal. Et ça, faut quand même le souligner. J'arrive plus à en parler, ils m'ont fait bégayer. Voilà, Cristiano Ronaldo sera toujours bankable. Et le gars a 35 ans, bientôt 36 ans dans 5 mois. Le mec te claque un doublé, sans un but en sélection portugaise. Franchement, impressionnant ce joueur, et voilà. J'aurais préféré même regarder son match ce soir plutôt que l'équipe de France, mais voilà. J'ai trouvé une équipe de France assez faible, des joueurs en difficulté, une équipe qui joue toujours en contre. Je ne sais pas si ce 3-5-2 est très bien adapté, mais les joueurs ont du mal à s'adapter. J'ai pas trouvé un joueur qui a surnagé ce soir en équipe de France réellement, mais voilà. Rien à dire, Dédé la chatte, et voilà. Et félicitations encore et un grand hommage à Cristiano Ronaldo ce soir, qui claque un doublé, dont un but super sur coup franc, un dédicace à Momo Eni qui a dit qu'il ne savait pas tirer les coups francs. Donc c'est son deuxième coup franc en moins de 2 mois si je ne me trompe pas. Donc voilà les postos, donc je ne vais pas vous laisser sur ce débrief, hein. On va enchaîner avec les grosses informations mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il y a de grosses infos qui sont arrivés ce soir, donc je vais vous faire partager ça. Je remercie aussi ceux qui ont donné via Paypal, hein, la cagnotte, hein, même si c'est des petits dons de 2, 3, 5 euros, c'est vraiment gentil de votre part, hein. Il y a toujours le lien de la cagnotte en bas en description, les postos. Donc on enchaîne avec les infos mercato tout de suite. On enchaîne avec les informations mercato, notamment du côté du Paris Saint-Germain ce soir. Il y en a beaucoup, mais on va commencer en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais qui se sépare de Raphaël, recruté à l'été 2015. Raphaël quitte l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais informe du départ de Raphaël à sa demande au club turc d'Istanbul Başakşehir, sans aucune indemnité de transfert après 5 saisons passées au club. Raphaël a exprimé sa volonté de retrouver un temps de jeu plus régulier et de découvrir un nouveau contexte en évoluant dans un autre championnat. L'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir pu aider Raphaël en acceptant de le libérer de sa dernière année de contrat et le remercie pour son professionnalisme et son état d'esprit, ont annoncé les Rhodaniens dans un communiqué avec le club turc. Il portera le numéro 4 et s'est engagé pour 2 ans avec une 3e saison en option. L'Olympique Lyonnais aurait bouclé aussi un autre départ, celui
de Kenny Tété. Donc c'est l'heure des grands départs à l'OL, obligé de dégraisser en raison d'une saison 2020-2021 sans Coupe d'Europe. Le club rhodanien ne peut se permettre d'avoir un effectif trop conséquent. Ainsi, plusieurs éléments sont susceptibles de plier bagages. Memphis Depay, Oussem Aouar, Adélaïde, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré, Denayer sont cités, sans oublier Fernando Marsal, Martin Terrier, Raphaël ou Amine Gouiri, déjà partis respectivement à Wolverhampton, Rennes, Istanbul et Nice. Selon VLNL, un nouveau go n'est en passe de mettre les voiles. Il s'agit du latéral droit Kenny Tété, 24 ans, arrivé à l'OL en 2017 en provenance de l'Ajax. Le Batave ne s'est jamais imposé comme titulaire au poste de latéral droit. Sous contrat jusqu'en 2021, Tété est en partance pour Fulham, promu en première ligue. Le média hollandais précise que le joueur a déjà passé sa visite médicale et qu'un accord entre les deux clubs a été trouvé. Donc les départs s'enchaînent du côté de l'Olympique Lyonnais. On passe au FC Barcelone. Le FC Barcelone va brader Luis Suarez à la Juve. La Juve et le Barça négocient actuellement pour le transfert de Luis Suarez. Le club italien devra bien payer une somme au Barça qui va faciliter les choses en ne réclamant qu'un petit pécule. L'idée était jusqu'à présent la suivante pour les dirigeants bianconeri, attendre que Suarez trouve un accord pour résilier avec le Barça à 1 an de la fin de son contrat, permettant de l'embaucher sans indemnité de transfert. Une idée rejetée par la direction catalane. Les deux camps se sont donc rapprochés dernièrement, comme le rapporte le quotidien espagnol Sport. Les deux clubs discutent toujours autour d'une indemnité de transfert qui pourrait ressembler à un montage réalisé par le FC Séville pour Ivan Rakitic, 1,5 million de transferts en fixe et des bonus difficilement atteignables, pouvant grimper jusqu'à 10 millions d'euros. Le Barça ne laissera pas Suarez libre, mais il ne réclamera pas une somme folle pour son attaquant en raison de son âge, de sa situation contractuelle, mais aussi de son passif avec le club. La Juve et le Barça ont déjà su s'entendre pour le double transfert Arthur Pjanic, comme vous le savez. Il ne devrait plus tarder pour celui de Luis Suarez. Toujours au Barça, Umtiti est sur le départ, donc on revient à l'Olympique Lyonnais. Ça pourrait être dans le transfert de Depay, mais voilà, depuis lundi soir, une nouvelle hypothèse commence à prendre de la force, celle de voir Samuel Umtiti être inclus dans l'opération Memphis Depay. Nous en avons parlé, bien sûr, Umtiti est un grand défenseur, mais je ne sais pas si l'opération est financièrement possible. J'aimerais bien, mais je pense que ce ne sera pas faisable, avait pour sa part lancé l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia à Téléfoot ce week-end, et comme l'explique Sport, du côté de la capitale des Gaules, on hésite clairement à rapatrier le défenseur central. Le club n'est pas totalement convaincu pour 2 raisons. La première, le salaire très élevé du joueur, qui est de 8 millions d'euros bruts par saison. Puis il y a sa tendance à se blesser au genou notamment, qui fait hésiter les Lyonnais, donc affaire à suivre. Affaire à suivre. On passe à Manchester United qui veut encore 3 renforts avant la fin du mercato. Ole Gunnar Solskjaer a vu Donny van de Beek arriver à Manchester United, mais les Red Devils attendent encore 3 renforts avant la fin du mercato dans 1 mois. Donc pour cela, les Red Devils ont décidé de recruter au milieu de terrain et ont réussi à engager le milieu de terrain international néerlandais de l'Ajax, pisté par le passé par le FC Barcelone et le Real Madrid, Donny van de Beek. Mais ce n'est pas terminé puisque les Mancuniens comptent bien encore enregistrer au moins 3 renforts avant la fin du marché estival le 5 octobre prochain. C'est ce qu'explique ce mardi soir le Manchester Evening News. Évidemment, pour le poste d'ailier, les derniers 3e de Première Ligue ont décidé que leur priorité se nommait Jadon Sancho, l'international anglais du Borussia Dortmund. Pour le moment, les négociations semblent patiner un petit peu, mais cela pourrait rapidement bouger dans les jours qui arrivent. Les Britanniques veulent aussi recruter au poste de latéral gauche. Si ce n'est pas vraiment une priorité, 2 noms sont listés pour faire garnir l'arrière-garde de Manchester United. Le premier est Sergio Reguilón, qui a été prêté à Séville, mais qui appartient toujours au Real Madrid. L'autre est plus exotique, Vitali Myolenko, le joueur du Dynamo Kiev, est sur la liste, mais il se pourrait qu'on attende l'année prochaine avant de se renforcer à cette position. Enfin, c'est en attaque que cela devrait bouger, puisque Manchester cherche un avant-centre depuis le départ de Romelu Lukaku. Moussa Dembélé et Joshua King sont ciblés par le quotidien régional. Manchester United va vite devoir passer la seconde s'il compte se renforcer significativement et consolider une position dans les 4 premiers de Première Ligue, alors que d'autres formations comme Chelsea ont déjà dynamité le mercato, surtout Chelsea, avec son mercato XXXL. Donc voilà un petit peu pour les mercatos à l'étranger. On continue, excusez-moi, avec l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a aussi beaucoup à parler du côté de l'Olympique Lyonnais.
L'OL rêve de faire revenir Karim Benzema, pur produit de la formation lyonnaise. Karim Benzema, 32 ans, a quitté le cocon rhodanien pour rejoindre le Real Madrid en 2009 en échange de 35 millions d'euros. Depuis, l'attaquant français est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club merengue, remportant notamment 4 Ligues des Champions et 2 championnats. Et s'il a encore 2 ans de contrat avec la Casablanca, le natif de Bron fera-t-il le choix de rentrer à la maison une fois son aventure madrilène terminée? Le directeur sportif de l'OL, Juninho, a avoué que les Gaunes en rêvent. Il cite « C'est notre rêve de le voir terminer chez nous. Aujourd'hui, il est encore très performant. Physiquement, il fait beaucoup attention. C'est le rêve de tout le monde ici de le voir revenir et de jouer 2 ans, de jouer la Ligue des Champions, de porter le brassard. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Je ne sais pas. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table. J'ai connu Karim quand il avait 17 ans. C'est un talent incroyable. C'est un rêve, a-t-il indiqué sur RMC Sport. Ce rêve deviendra-t-il réel? On verra dans les prochaines années ou les prochains mois. Attention. On passe au dossier Messi. Oui, on parle toujours de Messi. Donc apparemment, le Barça avait une offre de 200 millions d'euros sur la table, pour Léo Messi. Léo Messi a repris l'entraînement lundi avec le FC Barcelone et a mis fin aux rumeurs le concernant. Pourtant, un club est bien entré dans la danse et a formulé une offre concrète pour l'international argentin, et si cela relançait tout le dossier. Donc voilà, la vidéo de Léo Messi diffusée jeudi dernier avait été riche en enseignements. La star avait, par ce biais, choisi de mettre fin à toutes les rumeurs entourant son avenir. Il faut dire que le sextuple Ballon d'Or a tenté de quitter le FC Barcelone en vain, finalement par respect pour l'institution, non sans avoir taclé le président Bartomeu et la politique sportive menée ces dernières années. La Pulga s'est résolue à rentrer dans le rang, mais une indemnité payable en 2 fois est venue sur la table. Toutefois, on apprend ce mardi que Manchester City n'est pas resté inactif en cette période trouble pour les Blaugrana. L'illustré est parvenu à se procurer un courrier officiel envoyé par Manchester City aux pensionnaires du Camp Nou. La manœuvre était signée de Tixi Berginsten, le patron du recrutement au sein de la formation mancunienne. Ancien attaquant du Barça par ailleurs, les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont offert le 26 août dernier 200 millions d'euros, dont la moitié aurait été payée dans l'immédiat et le reste l'été suivant. Donc le champion d'Espagne 2019 aurait aussi touché 20 millions d'euros si Manchester City avait remporté la Ligue des Champions avec Léo Messi sous les couleurs de City. En retour, la direction catalane aurait décliné très rapidement cette proposition, mais la formation dirigée par Guardiola pourrait bien revenir à la charge d'ici le 5 octobre, date de clôture du mercato avec une offre potentiellement améliorée, car Messi est resté mais a clairement fait comprendre qu'il n'était plus du tout d'accord avec la direction qui a pris son club de toujours. Les relations glaciales entretenues avec certains dirigeants et la perspective que l'Argentin parte libre au 1er juillet prochain pourraient inciter le Barça à changer son fusil d'épaule et à accepter cette offre de Manchester City. Donc attention, le dossier Messi n'est pas terminé, les postos. On passe au Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz plaît vraiment à Leonardo et à Tuchel. Pour une fois, les deux sont d'accord. Le milieu international du Napoli, Fabian Ruiz, plaît beaucoup au Paris Saint-Germain selon les informations du journal sportif espagnol AS. Aussi bien le directeur sportif que l'entraîneur, il serait très intéressé par la venue du joueur, mais le Napoli attend beaucoup d'argent. Selon la même source, régulièrement citée comme une piste parisienne depuis quelques semaines, le milieu international espagnol du Napoli, Fabian Ruiz, voit de nouveau son nom être lié au Paris Saint-Germain quelques jours après le Corriere dello Sport qui est relancé la rumeur. Cette fois-ci, c'est le journal sportif madrilène AS qui fait du club parisien un prétendant très sérieux au milieu international de 24 ans qui évolue en Italie depuis maintenant 2 saisons, et ce même si le Napoli ne semble pas disposé pour l'instant à le vendre. Selon les informations d'AS, Fabian Ruiz plaît aussi bien au directeur sportif Leonardo qu'à l'entraîneur Thomas Tuchel, une affirmation loin d'être anodine alors que les rumeurs de désaccord sur le recrutement entre les deux reviennent régulièrement. Pour autant, Paris n'a pas encore engagé de négociations concernant le polyvalent milieu de terrain, car le club de la capitale doit d'abord vendre avant d'acheter, comme l'a expliqué son directeur sportif. Mais bon, vu tous les joueurs qui ont le Covid, ça risque d'être compliqué de vendre dans l'immédiat, mais on va voir qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport au Covid. Le PSG n'exclut pas pour autant de bouger sur ce dossier dans un futur très proche. Il sera toutefois compliqué de faire sortir Ruiz du Napoli cet été. Il n'est pas seulement parce qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2023, mais l'entraîneur en place, Gattuso, le considère comme intransférable alors qu'il a déjà perdu Alan et s'apprête à voir Koulibaly partir également. Du côté du président De Laurentiis,
plus aucun joueur n'est désormais intransférable pour peu qu'une bonne affaire arrive. Mais il n'aurait pas pour autant l'intention de vendre son milieu espagnol au cours de ce mercato estival. Mais voilà, il faut une offre sur la table et Naples demande minimum 70 millions d'euros pour faire partir Fabian Ruiz. On passe au dossier Ismaël Bennacer. Donc ce mardi, Tuto Sport confirme également que le Paris Saint-Germain avait fait une première offre de 30 millions d'euros. Mais d'après les informations des quotidiens italiens Tuto Sport, Ismaël Bennacer est une pièce essentielle du projet et les dirigeants auraient refusé toute offre arrivée pour lui cet été. Pourtant, Tuto Sport laisse entendre que le verrou milanais pourrait céder, mais seulement si Leonardo décide d'augmenter son offre de 30 millions d'euros. Donc voilà, hein, l'un des objectifs principaux de Leonardo en ce mercato est de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ainsi, on sait que Ismaël Bennacer est une piste de longue date, très performant avec le Milan AC cette saison. Le PSG avait soumis une offre de 40 millions au club milanais pour Bennacer. Le PSG et Leonardo doivent toutefois faire face à la forte concurrence de Manchester City, également très intéressé par l'international algérien. Mais voilà, il a une clause libératoire à 50 millions d'euros et il faudra payer cette clause libératoire de 50 millions d'euros comme Thomas Partey pour espérer faire Bennacer ou Thomas Partey. Donc Milan AC ne veut rien savoir. On passe à Oussem Aouar. Donc il y a eu des révélations sur l'avenir de Oussem Aouar. C'est un dossier apparemment en stand-by. Ce mardi, Mohamed Bouafsi a fait ainsi un point sur le dossier Oussem Aouar, qui est pisté par Arsenal, la Juve et le Paris Saint-Germain. Et visiblement, cela serait actuellement au point mort pour le club d'Arsenal déjà. En effet, des contacts auraient été noués il y a quelques semaines et une offre aurait même été formulée, celle-ci comprenant un chèque plus Matteo Guendouzi, alors que Jean-Michel Aulas a recalé Arsenal. Cela n'aurait pas avancé depuis, les Gunners n'ayant pas renoué le contact. À voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines, alors que le mercato estival fermera ses portes le 5 octobre prochain. Mais voilà, Oussem Aouar est toujours un joueur de l'OL pour l'instant à l'heure actuelle. Cela ne devrait plus être le cas prochainement. En effet, le protégé de Garcia dispose d'un bon de sortie et les prétendants sont nombreux pour le récupérer, alors que le Paris Saint-Germain garde notamment un œil très fixe. Le Lyonnais regarderait plutôt du côté de la Première Ligue et plus du côté de la Juve. Mais il faut également faire attention à la Première Ligue aussi. City et d'autres clubs seraient également à l'affût. Donc voilà, encore une fois, un joueur qui préfère aller autre part qu'au Paris Saint-Germain. Après, ça peut se comprendre. C'est sûr que des joueurs comme ça préfèrent jouer peut-être en Première Ligue qu'en Ligue 1, mais préférer jouer en Italie plutôt qu'en Ligue 1, ça se discute quand même. Mais voilà, apparemment, Aouar ne dirait pas non au Paris Saint-Germain, mais mettrait la Première Ligue et la Juve en priorité pour l'instant. Donc, on continue avec le Paris Saint-Germain. Geoffrey Kondogbia plaît beaucoup à Leonardo et à la direction parisienne. Très apprécié à Valence, où il est l'un des rares joueurs que le club veut conserver. Geoffrey Kondogbia pourrait toutefois changer d'air. Et à un mois de la fin du mercato estival, les courtisans sont nombreux, à commencer par le PSG qui pourrait passer à l'offensif, séduit par le profil et la polyvalence de l'ancien monégasque au milieu de terrain. Dans ses nombreux échanges avec Angelo Castellazzi, son assistant, Leonardo avait établi un certain nombre de demandes. La première d'entre elles s'orientait vers le recrutement d'un milieu de terrain. Dans l'esprit du technicien parisien, ce joueur répondait à un cahier des charges précis. Un joueur véloce, un élément avec une technique suffisante pour percuter par la passe ou balle au pied et formé en France si possible. À ce poste, dans ses rapports, Leonardo a mis comme objectif Sergei Milinkovic-Savic, mais cette piste semble bien trop complexe et onéreuse pour le club parisien. Dès lors, Paris prospecte et multiplie les pistes. Parmi elles figure un joueur bien connu de la Ligue 1, un certain Geoffroy Kondogbia. Selon certaines informations, l'ancien monégasque, aujourd'hui âgé de 27 ans, correspond en tout point au profil recherché par le PSG et Leonardo. Sa bonne connaissance de la Ligue 1, son expérience en Ligue des Champions en font une cible de choix. Du côté de Valence, on souhaite conserver le joueur, d'autant que le coach du club, cher Javi Garcia, apprécie tout particulièrement ses qualités et son état d'esprit. Mais alors qu'il ne reste que 2 ans de contrat aux natifs de Nemours et que le club de la Liga traverse de sacrées difficultés financières, il apparaît très peu probable que Valence puisse retenir Geoffrey Kondogbia. Donc le milieu de terrain formé à Lens pourrait représenter une grosse opportunité dans ce mercato qui peine pour l'instant à se lancer. Reste désormais à connaître la position du Paris Saint-Germain et des autres clubs intéressés. Son profil plaît aussi en Angleterre.
par le milieu international centrafricain qui risque de connaître un mois de septembre pour le moins animé, mais en tout cas, Paris est séduit par Geoffrey Kondogbia et pourrait faire une offre très prochainement à Valence. Bon, petite bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain et des absents, comme vous le savez, hein, beaucoup d'absents, hein, 8 ou 9 absents seront absents, voilà. Du côté du stade Bollard de Lens jeudi pour la reprise de la Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain n'a pas été épargné par le Covid-19 hein, depuis la fin de la finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale ne cesse de voir ses stars être positifs au virus. Neymar, Di Maria, Leandro Paredes, Navas, Icardi, Marquinhos et dernièrement Kylian Mbappé. De quoi donner de sacrés mots de tête à Thomas Tuchel puisque Paris doit rencontrer Lens ce jeudi et l'Olympique de Marseille dimanche. Mais alors que les Rouges et Bleus semblaient partis pour devoir gérer ces deux rendez-vous avec un effectif largement amputé de ses meilleurs joueurs, RMC Sport nous apprend que le PSG pourrait finalement avoir la possibilité de faire jouer Neymar, Di Maria, Paredes et même un quatrième joueur entre Icardi, Navas et Marquinhos lors du choc contre l'OM. La raison, les 3 premiers éléments cités ont déclaré leurs symptômes au club et à la LFP avant le 30 août, soit avant les tests PCR. Selon le protocole mis en place, c'est cette déclaration qui fait foi. Donc Neymar, Di Maria et Paredes pourraient faire leur retour dans le groupe juste avant le Classico, un jour ou deux avant. À noter toutefois que s'ils font leur retour, ils n'auront effectué aucun entraînement depuis 14 jours, ce qui n'est pas sans risque. Mais voilà, de toute façon, même avec ou sans eux, hein, et avec ceux qui sont disponibles, je pense que tu es tout à fait capable largement de battre l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi la LFP a mis Paris Saint-Germain Olympique de Marseille aussitôt dans la saison à la 3e journée. Bah, c'est très simple en fait. C'est parce que comme vous savez qu'il y a un nouveau diffuseur, Mediapro Téléfoot, bah, c'est pour vite que les gens s'abonnent en fait. Et qu'ils prennent vite le bon train, tu vois. Donc Téléfoot a besoin d'abonnés et c'est une bonne priorité pour eux. Ils se sont mis d'accord avec la LFP pour vite mettre ce choc et ce classico au début du championnat pour que les gens s'abonnent très vite parce que le match ne sera pas sur Canal+, mais bien sur Téléfoot. Donc voilà les postos pour les informations principales. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information du côté du Paris Saint-Germain, on a vu un petit peu tout. Chelsea accélère pour Mendy. Edouard Mendy devrait signer très prochainement pour 20 millions d'euros à Chelsea. Donc l'Olympique de Marseille cherche toujours des pistes niveau attaque. Jérémy Boga est toujours dans la shortlist du Stade Rennais. James Rodriguez a signé à Everton pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Les officiels, le milieu offensif du Real, vous le savez, James Rodriguez a signé, ça on l'a dit. Libéré de sa dernière année de contrat, Raphaël a signé aussi. L'ailier Yannick Carrasco a signé 4 ans à l'Atlético Madrid, où il était prêté par le Dylan Pro. Le latéral droit Amari Traoré a prolongé à Rennes jusqu'en 2023. Le latéral gauche de la Roma, Alexander Kolarov, signe pour une saison à l'Inter. Son transfert est estimé à 1,5 million d'euros. Prêté la saison dernière, l'attaquant rennais Armand Lorente est définitivement transféré à Lorient pour 4 millions d'euros. Là aussi, Lorient, pensionnaire de Ligue 2 la saison dernière, a mis les moyens pour ce mercato. Libre après un passage à Kasimpas, l'ailier Ricardo Quaresma a signé 2 ans plus une année en option avec le Victoria Guimarães. Alphonse Areola, vous le savez, est intéressé aussi par Fulham. Le milieu offensif du PSG, Julian Draxler, a repoussé des offres en Angleterre, dont Leeds United, et une approche du Milan AC. Voilà, il a refusé 2 clubs. Le latéral droit Bounassar et l'ailier Florian Thauvin sont ciblés par Leverkusen. L'ailier de Monaco Nasser Chaldi est attendu à Istanbul Başakşehir. L'attaquant d'Huddersfield Steve Mounier devrait signer à Brest pour 5 millions d'euros. Angers va enregistrer l'arrivée de l'attaquant de Saint-Etienne Loïs Diony. Nantes a proposé 2 millions d'euros pour l'attaquant du HNK Rijeka Antonio Kolak. Son club en demande 4 millions d'euros. L'attaquant Wilfried Kanga devrait quitter Angers et signer en Turquie. Nantes a approché le défenseur Frédéric Guibert de Aston Villa qui réclame 5 millions d'euros. À l'étranger, Liverpool demande toujours 17 millions d'euros pour Wijnaldum, ciblé par le Barça. Le Barça juge quasi impossible le transfert de l'attaquant Lautaro Martinez de l'Inter de Milan. La Juve et son attaquant Paulo Dybala discutent toujours d'une future prolongation de contrat. Le latéral gauche de Porto, Alex Telles, est attendu à Manchester United. Lui qui devait normalement signer au Paris Saint-Germain, finalement, il va signer chez les Red Devils. Donc,
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Comme ça, on fait vraiment le tour. Ça, on l'a dit. Rico sera indisponible. Ouais, rupture des ligaments croisés hein, du genou gauche pour Nicolo Zaniolo de l'AS Roma. La RFEF a approuvé aujourd'hui la mesure en urgence après la demande de la Liga. Les 5 changements par match sont maintenus, ainsi que les 23 joueurs appelés dans le groupe. Donc voilà, Becker n'est pas intéressé par le Celtic et veut rester au Paris Saint-Germain. Sur Coutinho, son agent Kia Joorabchian a dit Coutinho reste au Barça. Je pense que c'était très clair. Koeman l'a appelé juste après la victoire en Ligue des Champions et il lui a dit qu'il était dans ses plans et qu'il aimerait qu'il revienne. Tous les signes indiquent que Barcelone a changé d'avis. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, les déclarations d'Eto'o sur Messi. Je suis heureux parce que mon fils Messi est resté à la maison. Et au Barça, on a besoin de joueurs avec l'ADN Blaugrana. Messi, ce n'est pas suffisant. Sur le marché, il faut chercher des joueurs qui ont le style tiki-taka et pas box-to-box. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, officiel. Abdoulaye Doucouré quitte Watford et s'engage avec Everton jusqu'en 2023, plus une saison en option. Le Barça négocie un petit transfert avec l'Inter pour Vidal qui serait un montant similaire à celui laissé par Ivan Rakitic. Le club et le Chilien terminent la négociation de son départ, donc il devrait signer à l'Inter de Milan. United est très détendu et pense avoir un deal en place avec le joueur du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Patrick Schick s'est engagé avec Leverkusen pour 5 saisons. La Juventus a arrêté la discussion avec Cavani à cause de sa demande de salaire trop élevée. Donc voilà, hein. Benfica et la Juve ont refusé Edinson Cavani pour cause de très grosses demandes de salaire de la part de l'international uruguayen. Et enfin, ça coince toujours dans les négociations avec Juan Bernat et son représentant. Le salaire est toujours la cause du désaccord. Leonardo sonde d'autres arrière-gauche afin d'anticiper un départ. On parle de Tagliafico et Reguilón. Donc voilà les postos, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Ah oui, Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de Première Ligue lors de la saison 2019-2020. Et donc voilà les postos. Voilà pour toutes les infos Mercato et Actu Foot. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour liker à tout va. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. Hein, vous savez, cette fameuse cagnotte pour essayer de faire un petit peu de montage et amener un petit peu d'attractivité dans les contenus en mettant des photos, un petit texte et des choses. Voilà les postos. Donc merci à tous ceux qui ont fait des petits dons. C'est vraiment très gentil. Si vous voulez continuer à donner, n'hésitez pas à aller sur le lien Paypal en bas en description. Vous avez Utip aussi. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est aussi en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!